Alors, nous avons en intervenant, d'une part, Mathilde Gerbal, que je vais laisser se présenter avant d'accorder la parole au second intervenant. Bonsoir à tous. Oui, Mathilde Gerbal, je suis avocate d'affaires à Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai l'honneur d'animer ce webinaire. J'enseigne également la fiscalité à la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Donc, j'espère que mon intervention sera productive pour vous et surtout, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de l'intervention. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde, et merci de la présence et de la disponibilité ce soir. À côté, nous avons bienvenue Bopé Sobiba, que nous allons également se laisser présenter, même si son titre et ses fonctions apparaissent sur l'écran. Merci Mac. Bonsoir à tous. Donc bienvenue Bopé Sobiba, juriste des formations. Donc actuellement, je suis responsable juridique dans un fonds d'investissement. Je suis en charge de plusieurs questions, à la fois le corporate, ce qu'on appelle la création, la gestion de société, le droit de société pour faire simple, mais aussi de toutes les questions liées à la mise en conformité de la société avec des réglementations, soit existantes, soit nouvelles. Et parmi ces réglementations, donc, il y a des réglementations liées aux questions fiscales, et pour être très précis, des questions d'évasion et de fraude fiscale. Donc, D'accord. donc voilà, donc j'aurai le plaisir effectivement de d'être un des intervenants ce soir et de vous apporter quelques éclairages sur quelques notions fiscales vous permettant d'optimiser, de réduire ou de baisser votre base imposable. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, bienvenue. Merci Mathilde également pour vos présentations. Nous allons, puisqu'il est question de ne absolument perdre aucune minute, rentrer dans le vif du sujet et donc amorcer le sujet. Donc, chère Mathilde, vous avez la parole. Bien, alors ça va être une présentation succincte. L'idée, c'est que je ne vais pas résoudre toutes vos problématiques aujourd'hui. Donc, je vais présenter l'impôt sur le revenu pour que tout le monde sache bien de quoi on parle, comment ça se calcule, à partir de quel revenu. Donc, l'impôt sur le revenu, il est dû par les personnes physiques. On définit une base d'imposition qui est composée des revenus de chaque foyer fiscal. On verra après ce qu'est la notion de foyer fiscal. Et c'est un impôt qui est calculé à partir d'un barème progressif, c'est-à-dire que plus on monte dans les niveaux de revenus, plus on va aller dans des tranches où le pourcentage d'imposition sera élevé. Donc on dit que c'est un impôt déclaratif, puisque c'est nous qui faisons les déclarations. Les déclarations sont ouvertes de début avril, mi-avril, jusqu'à fin mai, voire début juin, en fonction des zones. Il y a une contribution exceptionnelle, mais que je n'aborderai pas plus en détail, qui est réservée aux foyers fiscaux les plus aisés. Sachez qu'à titre de statistique, en France, les impôts sur le revenu, il est payé par environ la moitié des foyers et que 10% des foyers représentent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un impôt qui est un peu inégalitaire. Donc, l'impôt sur le revenu, pourquoi est-ce qu'on paye l'impôt sur le revenu? Eh bien, il y a une question de territorialité de l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on appelle la résidence fiscale. Donc, pour payer l'impôt sur le revenu, pour être redevable de l'impôt sur le revenu, vous avez quatre situations. Première situation, les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Donc là, dès lors que vous avez votre domicile fiscal en France, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu. Le domicile fiscal en France, c'est 4 choses, 4 cas différents. Premier cas, c'est avoir son foyer en France. Donc, foyer, c'est le lieu où la personne ou sa famille habite de manière habituelle. Deuxième situation, si votre lieu de séjour principal est en France. Donc, lieu de séjour principal, c'est lorsque vous résidez plus de 183 jours en France au cours d'une même année. Alors, dans ce cas-là, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu.
Troisième situation, lorsque vous exercez une activité professionnelle en France. Donc, si c'est votre activité principale, donc si vous ne justifiez pas à contrario que ce serait une activité accessoire, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu en France. Et enfin, quatrième situation, lorsque vous avez le centre de vos intérêts économiques en France, c'est-à-dire si vous effectuez les principaux investissements, si vous avez le siège de vos affaires, si vous administrez vos biens en France, eh bien, en ce cas-là, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu en France. Donc ça, c'est une présentation globale. Retenez que si vraiment la question se pose, il faut aller voir plus en amont pour savoir si vous remplissez bien tous les critères. Moi, c'est vraiment une présentation globale. C'est ce que je veux que vous reteniez. L'idée, c'est que si vous êtes confronté à une telle situation, vous puissiez vous poser la question, vous ayez les réflexes à vous dire « Ah, il faut une résidence en France, il faut un foyer fiscal en France ». Et après, vous allez voir plus en détail. Les conventions internationales ont des incidences pour les gens qui sont de nationalité étrangère, mais ça, je laisse cette partie à bienvenue. Et donc, à contrario, les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent être susceptibles de relever de l'impôt sur le revenu français, dès lors, comme je vous l'ai dit, qu'elles ont des revenus de source française. Donc ça, après, c'est au cas par cas. Ça, c'est ce qui vous permet de savoir si vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu. Redevable de l'impôt sur le revenu, c'est bien. Après, il faut savoir quels sont les revenus qui vont être imposables. Eh bien, les revenus, là encore, je ne vais pas m'attarder pour détailler parce que ça serait trop long. Ce ne serait pas forcément adapté parce que peut-être qu'il y a certains revenus qui ne vous concernent pas. Mais il existe plusieurs catégories de revenus. Vous les voyez sur le PowerPoint. Donc, il y a les bénéfices industriels et commerciaux. L'exemple d'un commerçant. Les bénéfices non commerciaux, c'est tout ce qui est profession libérale, par exemple. C'est une catégorie balai, donc tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs, on le met dans la catégorie des BNC, les bénéfices non commerciaux. Les bénéfices agricoles, c'est évidemment les bénéfices qui proviennent de l'activité agricole. Donc, c'est défini par le Code général des impôts. Il y a toute une succession d'activités qui relèvent des bénéfices agricoles. Les plus-values et moins-values professionnelles, là, c'est un cas un peu particulier lorsque l'on est dans le cadre professionnel et que l'on cède des titres. Donc, qui relèverait des plus-values et moins-values professionnelles. Donc, ce n'est pas tout systématiquement le cas. Les traitements et salaires, pensions et rentes viagères, c'est le plus courant. Vous êtes salarié, vous relevez de l'impôt sur le revenu, catégorie des traitements des salaires. Rémunération des dirigeants, c'est globalement le même régime fiscal que les traitements et salaires. Mais il y a des dispositions particulières, donc ça fait l'objet d'une catégorie distincte. Les revenus de capitaux mobiliers, on peut penser aux dividendes, c'est aussi les intérêts de compte courant. Donc, lorsque vous avez des titres, lorsque vous détenez des titres d'une société et qu'il y a des distributions, ça relève des revenus de capitaux mobiliers, les RCM. Et enfin, les revenus fonciers, lorsque vous pratiquez de la location immobilière, que ce soit donc des locaux loués directement par vous ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière qui serait translucide fiscalement, c'est-à-dire une société civile immobilière qui serait à l'impôt sur le revenu et qui n'aurait pas opté à l'impôt sur les sociétés. Donc là, vous relèveriez de cette catégorie. Donc ça, c'est les revenus catégoriels. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien évidemment. J'y répondrai avec grand plaisir. Lorsqu'on a déterminé que l'on est redevable de l'impôt sur le revenu, lorsqu'on a déterminé les catégories de revenus, eh bien, il faut passer à la détermination de l'impôt sur le revenu. Pour ce faire, il faut définir à quel foyer fiscal on appartient. Alors, qu'est-ce que c'est un foyer fiscal ? L'idée, c'est que on soumet à une imposition unique l'ensemble des bénéfices et des revenus de toute catégorie réalisés par le contribuable ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou pacsées, par les deux époux ou partenaires, et les enfants et autres personnes qui sont fiscalement considérées comme étant à leur charge.
par autres personnes fiscalement considérées comme étant à leur charge. Ça recoupe des situations un peu particulières où, par exemple, vous auriez sous votre toit votre enfant et son époux ou son épouse ou son partenaire. Et dans ce cas-là, il y aurait un régime fiscal qui permettrait de définir le foyer fiscal de manière large. Le foyer fiscal, c'est les enfants, mais pas toujours, on le verra juste après, parce que les enfants peuvent être détachés du foyer fiscal. Et là, c'est une question d'opportunité, opportunité fiscale, suivant que l'on paie plus ou moins d'impôts. Donc, les personnes qui vivent en union libre, en concubinage, elles ont une déclaration séparée. Les personnes mariées ou pacsées, elles ont une déclaration commune, sauf exception. Il y a toujours des exceptions, on est dans le droit. Les enfants mineurs, par principe, sont rattachés au foyer fiscal, mais il est possible qu'ils ne soient pas rattachés. Donc, il faut une double condition. Déjà, il faut qu'ils aient des revenus, sinon l'opportunité de détacher des enfants n'est pas forcément évidente. Et il faut une option express. Donc ça, après, c'est un cas particulier, mais sachez que c'est tout à fait possible si l'enfant mineur, comme ça peut être le cas pour certains qui génèrent des revenus au niveau des réseaux sociaux, peuvent avoir des revenus importants qui vont augmenter l'impôt sur le revenu des parents. Donc ça peut être envisagé. Sachez que c'est possible pour les époux et des partenaires opaques d'avoir des impositions séparées, mais dans des cas extrêmement particuliers. Donc, pour le mariage, par exemple, ça peut être la séparation de biens, une séparation de corps également. Donc, voilà, ça, c'est des régimes particuliers, mais gardez à l'esprit que c'est possible. Lorsque il y a mariage ou PACS qui intervient en cours d'année, évidemment, il y a des déclarations qui sont séparées et communes. Donc ça, après, encore une fois, c'est des régimes un peu particuliers, mais ça peut vous arriver lors de vous marier sur une année ou vous divorcez. Voilà, il y a des régimes qui s'appliquent et on peut avoir un foyer qui soit envisagé de deux manières différentes. Donc ça, c'est la notion de foyer fiscal. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Donc, par exemple, si vos enfants ont travaillé l'été, on va venir ajouter ces revenus au foyer fiscal, sachant qu'il y a des abattements pour chacune des cellules de l'impôt, hein, des catégories de l'impôt, donc celles que je vous ai citées juste avant. Pour prendre un exemple, les traitements et salaires, il y a 10%. 10% d'abattement, donc c'est-à-dire que vous avez votre revenu imposable au niveau de traitement salaire, vous enlevez 10% et c'est votre revenu que vous allez venir ajouter aux autres catégories. En termes de revenus fonciers, il y a le micro-foncier, pardonnez-moi, avec un abattement de 30%. Il faut choisir le réel. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'abattement, mais c'est les charges. Voilà, mais enfin, retenez qu'il y a des abattements sur l'ensemble des catégories. Et que on va venir ajouter l'ensemble de ces catégories, l'ensemble de ces revenus après abattement. Ça va constituer le revenu global imposable. Et on va faire un calcul qui va nous permettre, par le biais des diverses tranches d'imposition que vous voyez s'afficher à l'écran, on va venir calculer l'impôt sur le revenu. Sachez que, pour que vous compreniez bien, lorsque vous gagnez 15 000 euros, vous allez avoir 10 777 euros qui vont être imposés à 0% et le surplus jusqu'à 15 000 euros en 11%. Si vous gagnez 30 000 euros, vous allez avoir 10 777 euros en 11%. Les revenus de 10 778 euros et le surplus jusqu'à 30 000 euros vont être imposés à 30%. Donc ça, c'est bien, c'est important parce que des fois, il y a une idée faussement répandue de se dire l'impôt sur le revenu, si je gagne 200 euros de plus par mois, ça va me faire passer dans une tranche supérieure. En fait, c'est juste le surplus de revenus qui peut passer à une tranche supérieure, mais ce n'est pas l'intégralité de son revenu. Donc ça, c'est important. Retenez également qu'il y a en France un système de quotient familial qui permet de s'assurer que vous ne payez pas trop d'impôts et que
Ça, c'est le côté positif. Mais l'idée, c'est aussi que l'État français veut réguler l'imposition et considère que les enfants ne doivent pas créer une économie d'impôt trop importante. Donc, le quotient familial permet de réguler un peu l'imposition que l'on a en qualité de contribuable. Donc ça, c'était les tranches de l'IR. Et enfin, je vais terminer avec la retenue à la source. Donc, qu'est-ce que c'est la retenue à la source? C'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source de l'impôt. L'idée, c'est quoi? C'est au lieu que vous ayez à payer l'imposition, votre impôt sur le revenu en septembre, comme c'était le cas avant, et que ça soit quelque chose de lourd parce que c'est des montants élevés, là, on va venir mensualiser l'impôt sur le revenu. Alors, ce n'est pas une mensualité à titre strict, puisque c'est un acompte et qu'il y a une régularisation en septembre, mais on vient mensualiser. Vous avez le choix. Soit vous décidez, si vous êtes salarié, de prendre le taux que l'administration fiscale vous donne. En tant qu'indépendant, on peut choisir de ne pas avoir de taux. Alors, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que sur les premières années, ou alors l'administration fiscale se base sur les années précédentes, mais on a le choix de moduler. C'est pour ça que j'indiquais dans le PowerPoint, c'est vous qui décidez. Parce que vous avez le choix de moduler, soit de faire au plus proche de ce que vous pensez toucher comme revenu, soit de le voir à la hausse, soit de le voir à la baisse. L'idée étant pour vous que ce soit le plus proche de la réalité pour qu'au jour où vous recevez votre avis d'imposition, il n'y ait pas de régularisation à effectuer. C'est le plus simple. Voilà. Donc ça, c'était la dernière chose sur l'impôt sur le revenu. Et donc, le lien naturel entre la déclaration de revenus et les retenues à la source. Vous faites votre déclaration de revenus, là, on est en pleine période, jusqu'à fin mai, début juin. Et la retenue à la source, l'idée, c'est qu'elle soit à peu près en raccord avec les revenus que vous touchez. Donc, si vous voulez, le lien entre déclaration de revenus et retenue à la source, il y a toujours une année de décalage. La déclaration de revenus actuelle, elle est sur les revenus de 2022. La retenue à la source que vous payez chaque mois en 2023, c'est sur les revenus de 2023. Donc, on a un décalage entre les deux. Voilà, et je vais laisser la parole à Bienvenue pour la suite. Excusez-moi. Oui. J'avais une question par rapport à la différence entre, du coup, l'impôt à la source, donc la quantité qui nous est prélevée chaque mois, et la quantité qu'on nous réclame, du coup, lorsqu'on fait notre déclaration. Oui. Parce que du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, le bénéfice de l'impôt à la source, c'est de ne pas avoir à payer encore quelque chose à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on se dit, chaque mois, on me prend un montant d'impôt et puis comme ça, je suis tranquille. Sauf qu'on se rend compte qu'effectivement, chaque mois, on nous prélève une certaine somme et que au moment de faire notre déclaration, on nous dit vous avez tant à payer et parfois ça peut être très élevé. Après, moi, on m'a dit c'est parce que tu as mal ajusté ton taux, sauf que cette histoire d'ajustement, elle n'est pas si simple que ça. Complètement. Donc, la vraie raison pour laquelle vous avez à payer des impôts, un supplément en plus des acomptes que vous avez déjà acquittés en septembre, c'est un problème d'ajustement du taux. Je vous rejoins totalement. Ajuster son taux, ça peut être simple quand on est salarié. Si le salaire ne bouge pas trop, bon, ça va. Si on est indépendant, c'est plus compliqué. Et donc, on peut être amené à avoir une mauvaise surprise à la fin de l'année. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais c'est une remarque qui remonte souvent. C'est vrai, il faut l'actualiser de manière très régulière, presque chaque mois en fait. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cette question. Je tiens juste à rappeler qu'il y a un temps prévu pour les questions et réponses. Et merci quand même aussi de la spontanéité de Mathilde qui a répondu immédiatement à la question posée. Mais poursuivons et je vous prie de noter vos questions, s'il vous plaît, et les réponses y seront apportées à la toute fin.
Merci à vous. Donc, la parole est à Bienvenue, qui nous présente des dispositifs existants pour payer moins d'impôts. Yes, merci Mac, merci Mathilde d'avoir défriché un petit peu le terrain parce que un certain nombre de notions que j'aborderai nécessiteraient un petit peu de comprendre cette notion de résidence fiscale. Donc ici, je vais aborder deux cas qui présentent un intérêt particulier pour nous en tant que membres du réseau Alumnis et d'autres personnes qui nous rejoignent, parce qu'on est dans ce genre de situation où nous sommes résidents fiscaux. Donc, je ne reviens plus sur les définitions, puisque Mathilde l'a déjà fait. Donc, lorsqu'on est résident fiscal en France, mais il se trouve qu'on perçoit des revenus à l'étranger. Donc, voilà, vous habitez en France, mais vous réalisez du business au Congo, vous achetez des appartements, vous le vendez au Congo, par exemple. Et donc là, vous percevez des revenus de sources étrangères. Donc ça, c'est le premier cas que je vais aborder. Le deuxième cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous résidez à l'étranger, donc dans un pays étranger, et là, vous percevez de revenus de source française. Donc, vous êtes résident fiscal à l'étranger, mais en France, par exemple, là aussi, vous avez un bien qui est en location, et là, vous percevez, si c'est par exemple en meublé, et donc vous percevez ce qu'on va appeler le BIC, donc je ne reviens plus aussi sur ces notions-là, donc les bénéfices industriels et commerciaux, et bien là, aussi, il y a un traitement différent. Donc, sur la première situation, lorsque vous êtes résident fiscal en France, le principe, il est simple. L'État français, l'administration française vous impose sur votre revenu mondial. Voilà, c'est simple. Donc, peu importe le lieu où vous réalisez vos revenus, le principe est celui-là. Bien évidemment, comme disait Mathilde, en droit, il y a énormément d'exceptions, sous réserve plutôt là des conventions fiscales. Donc, les fameuses conventions fiscales dont on parle, retenez qu'il y en a à peu près, alors plus de 120 conventions fiscales que la France a conclues avec les pays, avec plusieurs pays. Et donc, ces conventions fiscales, c'est quoi? C'est des accords tout simplement bilatéraux entre deux pays qui viennent définir les règles fiscales qui vont s'appliquer à un contribuable qui réside dans un pays X, mais qui perçoit des revenus dans un pays Y. Voilà. Donc, ces conventions fiscales viennent jouer justement ce rôle-là. Ils viennent déterminer si les revenus que je perçois à l'étranger, moi qui réside en France, si ces revenus-là sont imposables ou non en France. Donc, est-ce qu'ils sont imposables ou exonérés? Est-ce que ces revenus-là sont déclarables ou non en France? Ou encore, alors si ces revenus-là sont imposables en France, quelle est la manière de neutraliser justement ce qu'on va appeler la double imposition? Donc la double imposition, c'est cette situation où pour le même type de revenu, vous payez 2 fois l'impôt. Donc je perçois ce revenu en Côte d'Ivoire, je paye un impôt en Côte d'Ivoire, et bien sur le même revenu que l'État français m'oblige de déclarer en France, je paye encore un impôt là-dessus. Donc il faut neutraliser justement la double imposition. Et là, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation, on pourra rentrer plus dans le détail pour des questions. Là où je voulais attirer notre attention sur ce sujet, d'abord, il faut dire que c'est impossible dans ce cadre restreint d'aborder ce sujet dans la globalité, vous l'avez bien compris, c'est en fonction des conventions fiscales qui s'appliquent entre la France et les pays dans lesquels le revenu provient. Donc ça, c'est le premier point vraiment à prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer de prendre quelques situations. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle parce que, puisqu'on parle du Congo et Alumnis rassemble pas mal de Congolais, il se trouve que la France et le Congo, il n'y a pas de convention fiscale. Donc là, je vais anticiper une question qui consisterait à dire, mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de convention fiscale? Bon, la règle, elle est simple, la France vous impose. Voilà. Quand il n'y a pas de convention fiscale, la France vous impose sur la totalité, tout simplement, de vos revenus. Donc, dès lors que vous le déclarez. Alors, on peut aller dans le détail, ça, c'est des questions de détail, effectivement, où on peut discuter si les personnes, ils ont des préoccupations pour savoir comment la France peut s'assurer que, effectivement, j'ai les modalités des contrôles, etc. Mais je vais prendre ici trois situations un peu particulières. Imaginons que vous travaillez en Belgique et que vous résidez en France. Donc là, on est dans une situation, toujours, c'est une convention fiscale qui va s'appliquer, mais c'est une convention fiscale qu'on va
vous avez un peu les statuts, ce qu'on appelait des frontaliers. Et là, la France, avec la Belgique, a une convention fiscale qui veut que même si vos revenus proviennent de la Belgique, tant que vous habitez en France, eh bien, vous êtes assujetti en France. En revanche, vous habitez en France et vous travaillez au Luxembourg, eh bien là, c'est une convention qu'on appelle un petit peu transfrontalière qui fait que votre revenu de source luxembourgeoise, vous allez le payer au Luxembourg et non pas en France. Donc, vous voyez déjà. Et si on part dans une autre situation en Côte d'Ivoire, là où il existe une convention fiscale, et bien là aussi, il va falloir regarder selon le type des revenus. Donc, la convention fiscale vient en quelque sorte régler justement cette question. Là où je voulais attirer notre attention sur ce point, parce qu'on parle de comment payer moins d'impôts, ou en tout cas même payer moins d'amendes possible, c'est sur la notion de la déclaration de comptes détenus à l'étranger. C'est une question qui est très importante parce que la plupart d'entre nous, ou en tout cas on serait amené à réaliser des business à l'étranger et à ouvrir des comptes dans des pays étrangers. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ouvrent des comptes dans leur pays, on va dire, d'origine. Eh bien, la France oblige aujourd'hui toute personne qui est domiciliée, qui est établie en France et qui détient des comptes à l'étranger, que ce soit un compte ouvert, utilisé, clos ou non utilisé, ces comptes-là doivent être déclarés en France. Et donc, il y a des cas, bien évidemment, d'exception. Lorsque votre compte, par exemple, est en dessous de 10 000 euros, vous n'êtes pas dans l'obligation de le déclarer. Mais au-delà de 10 000 euros, il faut le déclarer. Donc, vous comprenez, si vous ne déclarez pas votre compte, bien évidemment, il y a des sanctions à la clé. Donc, par compte non déclaré, vous pouvez subir 1 500 € des sanctions. Et si votre pays n'a pas conclu de convention fiscale avec la France, comme c'est le cas du Congo, vous pouvez subir jusqu'à 10 000 € des sanctions par compte non déclaré. Voilà, ce n'est pas une blague, et ça, c'est dit. Donc, faites attention quand, effectivement, vous détenez de comptes à l'étranger, vous réalisez des business, vous gagnez beaucoup d'argent, vous achetez, vous vendez des appartements, et tout cet argent-là atterrisse dans ce compte-là, lorsqu'ils ne sont pas déclarés en France, et qu'en cas de contrôle, l'administration fiscale, tout simplement, vous surprend, eh bien, ça peut vous coûter cher. Voilà comment éviter un petit peu les amendes. Donc, à vous de savoir comment jouer là-dessus. Maintenant, la deuxième situation, effectivement, c'est vous habitez à l'étranger et vous percevez des revenus de source française. Donc, là, ça aussi a un grand intérêt. Hein. Il faut noter déjà que les revenus qui sont concernés, c'est tout type de revenus. Hein. C'est des revenus d'immeubles situés en France, des valeurs mobilières, des capitaux mobiliers, je ne reviens pas dessus, les dividendes, les intérêts, etc. Enfin, toutes sortes de revenus sont concernés. Alors là, il y a deux modalités d'imposition. La première manière que l'administration vous impose, l'administration utilise ce qu'il appelle le taux minimum. Et l'administration va appliquer une référence. La référence, c'est 27 478. 27 478 €. Retenez bien ce chiffre. Cette référence fait que lorsque le revenu, vous habitez à l'étranger, donc vous êtes résident fiscal à l'étranger, en France, vous percevez des revenus qui sont inférieurs à cette somme de 27 000 €, eh bien, l'administration vous applique 20% sur le revenu que vous percevez en France. Lorsque vous percevez au-delà de ce plafond, l'administration fiscale vous applique 30% de taux. Alors, l'optimisation arrive à quel moment? Il y a un moyen, c'est-à-dire que l'administration donne la possibilité d'opter pour ce qu'il appelle le taux moyen. Le taux moyen ne vous sera applicable que s'il est favorable à votre situation. Et qu'est-ce que c'est le taux moyen? Le taux moyen revient à faire comme si tous les revenus que vous avez réalisés à l'étranger, que vous dégagez à l'étranger, c'est comme si ces revenus-là étaient dégagés en France. Donc, vous allez déclarer l'ensemble de vos revenus, y compris des revenus que vous réalisez à l'étranger,
L'administration fiscale va donc calculer tout simplement l'ensemble de vos revenus et va faire une moyenne pour vous appliquer un taux. Et donc, lorsque l'administration fiscale vous applique ce taux-là, si ce taux-là, il est favorable, prenons l'exemple, vos revenus des sources françaises sont inférieurs à 27 000, normalement, l'administration vous applique 20%. Mais en calculant votre taux moyen avec l'ensemble de vos revenus que vous détenez, eh bien, il se trouve que votre taux, il est peut-être de 15%. Et bien là, c'est un taux favorable. Et donc, l'administration vous appliquera justement le 15% au lieu du 20%. À l'inverse, si en calculant le taux moyen, il se trouve que votre taux moyen vous amène à 25%, alors que le taux minimum, lui, il est de 20%, eh bien, l'administration vous appliquera le 20%. Donc, le taux moyen n'est pris en compte que lorsque ce taux est favorable. Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, lorsque vous êtes dans ce schéma où vous habitez à l'étranger, vous êtes résident fiscal à l'étranger, vous percevez des sources, de revenus de sources françaises, de déclarer, enfin de opter justement pour cette option que l'administration puisse vous appliquer un taux moyen. Voilà un petit peu sur ces deux cas ce que je voulais aborder. Donc, je vais plutôt laisser la parole du coup à Mathilde d'enchaîner. Très bien, merci beaucoup, bienvenue. Je pense qu'effectivement, Mathilde va enchaîner. Ça laisse le temps en même temps à tous nos amis présents de poser leurs questions dans le chat pour des choses qui seraient un peu moins compréhensibles, même si je sais que vous êtes très pédagogue et très détaillé dans vos explications. Mathilde. Bien, alors je vais aborder maintenant tout le dispositif qui existe pour diminuer l'impôt. Alors, il n'y a rien de surprise, il n'y a rien de magique. Malheureusement, il faut payer de l'impôt lorsqu'on génère des revenus. En termes de dispositifs qui permettent de réduire l'impôt, il y a tout d'abord les déductions. Alors, déduction, c'est des choses comme les déficits fonciers. Vous louez un appartement, vous effectuez les travaux, ça vous génère du déficit foncier, ça vient diminuer votre imposition. Donc, le déficit, ça peut être du déficit foncier, déficit commercial, déficit agricole. On peut penser également aux pensions versées à des enfants, donc pensions versées à des ascendants, à des descendants, qui peuvent venir en déduction de l'impôt sur le revenu. Et assez anecdotiquement, les cotisations sociales, par exemple. Donc, retenez, pour faire court, qu'il y a des choses que l'on peut venir déduire de l'impôt sur le revenu. Ce ne sont pas des choses ce sont plutôt des choses, excusez-moi, qui s'inscrivent dans votre gestion quotidienne. Hein, si vous versez une pension alimentaire à l'un de vos enfants, voilà, il faut bien penser que derrière, il y a une possibilité de réduire votre imposition. Donc ça, c'est les déductions. Autre chose, il y a également les réductions ou les crédits d'impôt. Alors, les réductions, les crédits d'impôt, dans leur finalité, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire qu'ils viennent réduire le montant de l'imposition. Pour autant, une réduction, un crédit d'impôt, c'est différent lorsque l'on explique, lorsqu'on les définit. Une réduction d'impôt, c'est quoi? C'est par exemple une réduction pour enfants scolarisés. Vous avez des enfants qui sont au collège, et bien vous avez droit à une réduction d'impôt à ce titre. Un crédit d'impôt, à la différence d'une réduction d'impôt, c'est reconductible. Je m'explique. Une réduction d'impôt, si l'année N, vous ne payez pas d'impôt, eh bien, vous la perdez. Un crédit d'impôt, si l'année N, vous ne payez pas d'impôt et que l'année N plus 1, vous allez payer de l'impôt, eh bien, ça va vous permettre de reporter le crédit d'impôt. Donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Donc, les dispositifs sont faits de telle sorte que c'est soit des réductions d'impôt, soit des crédits d'impôt, c'est le législateur qui décide. Mais lorsque vous avez un crédit d'impôt, retenez bien que vous pouvez le reporter sur les années suivantes. Il y a des crédits d'impôt qui sont limités en termes de montant, vous ne pouvez pas déduire plus de tant d'euros. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir les déduire sur les années qui vont suivre. Je vais vous faire une petite énumération des différents crédits d'impôt
réduction d'impôt sans distinction, parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'une question de déduction et de reporter, qui existe en France. Donc, tout ce qui est, si vous êtes intéressé à souscrire au capital de société, il y a des dispositifs qui vous permettent de réduire votre impôt. On ne va pas les approfondir. L'idée, c'est vraiment que vous ayez à l'esprit, si un jour vous avez un schéma d'investissement, que vous disiez, ah, peut-être, il me semble qu'il y avait un dispositif favorable à l'impôt sur le revenu sur telle ou telle chose, et que vous puissiez ne pas passer à côté d'une opportunité. Donc, en crédit d'impôt, réduction d'impôt, on peut citer la souscription au capital de PME. Alors, les PME, c'est des petites et moyennes entreprises. Ça répond à des seuils de chiffre d'affaires et de salariés. Donc, pour vous donner une idée, 50 millions de chiffre d'affaires, 43 millions de total bilan et des salariés de mémoire de 150 salariés. Donc, il ne faut pas que ça aille au-dessus. Si vous souscrivez à de telles sociétés, ça vous donne un crédit d'impôt qui va potentiellement bouger, qui est aujourd'hui fixé à 23% et qui va peut-être revenir à 18% comme il était avant. Mais voilà, ça c'est des choses que je ne maîtrise pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation, vous regardez évidemment les conditions, parce qu'il y a des conditions qui tiennent à la société, et également les intérêts pour vous. Crédit d'impôt relatif à la détention de titres, de titres au sens large, il y a la souscription de parts de fonds d'investissement également. Donc, si vous avez l'occasion, l'opportunité d'investir sur ce type de structure, la souscription au capital de sociétés foncières solidaires, donc là, ça répond à des conditions, encore une fois, mais ça vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. Excusez-moi. Alors, on va peut-être laisser Mathilde boire Non, verre, ça se va, désaltérer un petit peu, ça va aller? Non, ça va aller, ça va aller. Très bien, impeccable. Je peux finir ma présentation. Bon, je m'inquiétais pour la gorge, mais tout va bien. Bon, mais merci. Donc, également, lorsqu'on s'intéresse à des souscriptions de titres, il y a les entreprises de presse. Voilà, mais là, c'est des cas un peu particuliers où il faut avoir l'opportunité d'y aller. Les SOFICA également. Alors, les SOFICA, c'est une forme particulière de société qui œuvre pour le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Donc, c'est vraiment des niches. Donc, si vous avez l'occasion un jour, ça peut être intéressant. On peut citer qui se rattache à ça, les intérêts d'emprunt pour la reprise d'une PME. Si vous avez un projet entrepreneurial, on est sur la reprise d'une PME et pas sur la création. Si vous avez l'obligation de souscrire un emprunt, et bien dans ce cas-là, vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, ça, c'est tout ce qui est relatif au titre de société. Il y a également tout ce qui touche à l'immobilier. Donc, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler des investissements du flot, Pinel. Donc, tout ça, ça vous permet, sous certaines conditions qui, des fois, peuvent être très ou trop contraignantes, de bénéficier de réduction d'impôts. Il y a également l'investissement cellier. Il y a à peu près 5 investissements qui permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Il y a le dispositif Loc Avantage, dont vous n'avez certainement pas entendu parler, qui concerne des conventions avec l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat. Donc la location sous convention, donc c'est des choses qui sont un peu plus contraignantes que lorsque vous louez librement votre bien immobilier, mais qui peuvent être intéressantes fiscalement. Donc il faut toujours se poser la question, peser le pour et le contre de ces dispositifs. Donc ça, c'est tout ce qui est immobilier. Il y a aussi le dispositif Malraux, voilà, donc ça fait la distinction entre tous ces dispositifs, du flot Pinel, Malraux, c'est lié, est-ce que c'est de l'ancien, est-ce que c'est du neuf, est-ce que c'est retapé, est-ce que c'était à usage autre qu'habitation et on le transforme à usage d'habitation, voilà, c'est tout un tas de choses. Finalement, vous pouvez le considérer comme un tout global qui est relatif à l'immobilier. Et si un jour vous avez un projet d'investissement, eh bien, vous regardez quel est le projet le plus intéressant pour vous, sachant que ces investissements, ils sont toujours contraignants. Ça, il faut bien le garder, il faut bien l'avoir à l'esprit.
Chose un peu plus anecdotique, c'est les investissements forestiers. Donc les investissements forestiers, mais dans le cadre d'une gestion de patrimoine privé avec une obligation de conservation. Donc tous ces dispositifs, souvent, ils sont accompagnés d'obligations de conservation pendant un certain temps. L'idée, c'est de pérenniser l'activité économique. Et donc, le crédit d'impôt est conditionné à ça. Chose plus d'actualité, il y a un crédit d'impôt pour les dépenses d'installation de systèmes de charge de véhicules électriques. Ça peut intéresser certains. Donc ça, il faut y penser également. Parce que des fois, on installe des dispositifs et on ne pense pas bénéficier de la réduction ou du crédit d'impôt. Il y a aussi certaines dépenses en faveur de la protection des personnes. Je pense à des équipements pour personnes âgées et handicapées, là encore, sous condition. Donc, par exemple, il faut l'acheter neuf. Il faut acheter les équipements neufs. Donc, c'est contraignant un peu plus. Réhabilitation des résidents de tourisme, si vous êtes dans le tourisme et qu'à titre personnel, vous ayez cette opportunité-là. Pensons également aux dons et subventions. Ça, c'est quelque chose qui vous touche au quotidien. Vous faites un don, ce n'est pas forcément des sommes très élevées, mais vous avez droit à une réduction d'impôt. Ça, il faut la demander parce que bien souvent, les gens font des dons, se disent on le fera et ils ne le font pas. Donc ça, c'est des choses, mettez-vous une alarme. La seule condition, c'est que vous ayez un justificatif, mais quand vous faites un don ou une subvention à des associations d'intérêt général ou reconnues d'utilité publique, parce que ce n'est pas toutes les associations non plus, eh bien, il n'y a pas de problème, là-dessus. Vous avez le justificatif du don et après, ça vous ouvre droit à une réduction. Ça peut être également pour le financement de la vie politique, si certains sont affiliés à des partis politiques. Dons aux personnes d'aide, aux organismes d'aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violences domestiques. Donc là, il y a une réduction d'impôt qui est égale à 75% dans la limite de 1 000 €. Donc c'est quand même intéressant. Les cultes également, ce que vous donnez à des cultes. Après, on passe sur tout ce qui est domestique, c'est-à-dire l'emploi domestique à usage d'habitation, c'est-à-dire tout ce qui est, vous avez un homme, une femme de ménage, salarié à domicile. Donc, dans ce cas-là, vous avez droit à une réduction d'impôt. Ça peut être aussi une nounou à domicile. Voilà, si certains en ont. Donc, c'est assez large. Les frais de garde pour jeunes enfants, les frais de scolarisation, on en a parlé. Vous y avez droit lorsque vous avez des enfants. Hein, c'est 61 € lorsqu'on est au collège, 153 au lycée et 183 lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur. Les prestations compensatoires, tout ce qui est prestations compensatoires alimentaires, etc. Et une chose auquel certainement vous ne pensez pas, vous n'avez peut-être même pas à l'esprit que ça existe, lorsque vous prenez un abonnement de presse pour la première fois, vous avez droit à une réduction d'impôt. Donc voilà, je finirai là-dessus. Je laisserai la parole à Bienvenue sur ce dernier exemple de réduction. Merci. Alors oui, Bienvenue reprend la parole s'il est toujours parmi nous pour poursuivre sur certains dispositifs qui ont un petit peu été effleurés par Mathilde, notamment la loi Pinel. Donc Bienvenue, tu as la parole. Merci. Effectivement, je vais aller très vite sur la loi Pinel, qui est un parmi plusieurs dispositifs qui existent, mais qui a un intérêt particulier. C'est pour ça on a souhaité faire un focus là-dessus. Donc, Pinel, finalement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif qui est prévu par le Code général des impôts, qui permet à tout contribuable qui paye ses impôts donc en France de bénéficier d'une réduction d'impôts. Donc, Mathilde l'a bien expliqué, on a les déductions, on a les réductions et on a les crédits d'impôt. Donc, ce n'est pas le même régime. Donc, dans les déductions, effectivement, on est sur l'assiette, comme l'administration fiscale l'appelle, et ça me fait penser à l'adage de Pierre Véran, apparemment, l'administration fiscale aurait une assiette, mais pourquoi elle mange toujours dans la nôtre? Donc, bon, parce que sûrement, on le sert un peu plus, et donc, du coup, l'administration fiscale vient manger. Mais ceci dit, donc, dans le Pinel, on va plutôt être dans le cas d'une réduction d'impôt. Ça veut dire que l'impôt a été calculé
et donc le montant de l'impôt à payer, le Pinel vient écraser ce montant de l'impôt à payer. Voilà, on est sur une réduction. Et comment fonctionne donc le Pinel? Donc, il y a plusieurs conditions hein, pour bénéficier du Pinel. Les conditions sont liées aux biens, aux locataires, à l'investissement. Par exemple, pour le Pinel, il faut investir que dans le neuf. Donc, si vous investissez dans l'ancien, vous ne l'aurez pas. Donc, pour être très clair, ça concerne des zones. Donc, il y a un certain nombre de zones, parce qu'il faut rappeler que le but du gouvernement en mettant en place le Pinel, c'est de favoriser les constructions de biens immobiliers en France à destination locative dans des zones bien précises. Donc, effectivement, il faut investir dans les zones prévues. Il faut, que le montant de l'investissement, par exemple, vous ne pouvez pas investir dans plus de 2 Pinel dans l'année et ça ne peut pas dépasser un montant de 300 000 euros, par exemple. Donc, il y a plusieurs conditions comme ça qu'il faut respecter. Donc, une fois que vous remplissez toutes les conditions et que vous investissez dans le Pinel, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a la notion de l'engagement. Parce que je pense que ma slide, personne ne la comprend. Donc, je vais expliquer ce qui apparaît sur l'écran. Et donc, il y a un engagement. Donc, l'engagement Pinel, c'est l'engagement de louer. C'est-à-dire que j'investis, j'achète un bien, et ce bien-là est situé dans une zone prévue pour bénéficier du dispositif Pinel, eh bien, il faut que je m'engage à mettre ce bien en location. Et donc, la durée de l'engagement va de 6 à 12 ans. Donc, je peux m'engager soit 6 ans, soit 9 ans, soit 12 ans. En fonction de la durée de l'engagement, je bénéficie d'une réduction d'impôt. Donc, si je m'engage, par exemple, pendant 6 ans, je bénéficie d'une réduction d'impôt de 12% lorsque je suis dans le Pinel plus et de 10,5% lorsque je suis dans le Pinel classique. Bon, j'ai perdu la moitié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le Pinel Plus, c'est un dispositif qui existe qui est appliqué depuis 2022. Le Pinel classique, c'est ce qui existait jusque-là. En réalité, le Pinel classique, lorsqu'il a été créé en 2014, les taux des réductions d'impôts, c'était ceux de Pinel Plus. Donc, de 2014 à 2021, lorsque vous investissez dans le Pinel, vous bénéficiez des 12% pour 6 ans, 18% pour 9 ans, de 21% pour 12 ans. Sauf que l'État est en train, donc, peu à peu, d'arrêter avec ces dispositifs. Et donc, il a créé un Pinel Plus qui reprend les conditions du Pinel classique de l'époque, mais dans le Pinel Plus, du coup, il a inséré de nouveaux critères. Et donc, il faut que ça réponde à des critères environnementaux, des qualités, etc. Et dans des zones encore particulières. Et donc, si vous ne remplissez pas les conditions de Pinel Plus, donc, vous pouvez toujours bénéficier du Pinel. Mais ce qui est intéressant pour nous dans le cadre de ce webinaire, c'est de comprendre comment je réduis mes impôts grâce à Pinel. Donc, comment je le réduis? Imaginons, prenons un exemple, vous investissez dans le Pinel. Alors, premier élément d'ailleurs pour bénéficier, on va dire, efficacement du Pinel, et donc là, je parle effectivement de préalable, la première des choses à savoir, c'est combien payez-vous de impôts? Il faut le savoir. Si vous ne payez pas d'impôts, alors le Pinel ne vous sert absolument à rien, puisque le Pinel est là que pour réduire vos impôts. D'ailleurs, la plupart, vous avez entendu parfois quand vous vous connectez sur YouTube, il y a certains professionnels qui, si vous payez plus de 2500 € d'impôts, je vais vous expliquer comment le transformer en investissement locatif rentable. Eh bien, ils parlent de Pinel, ces professionnels-là. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez un exemple que vous payez 2500 € d'impôts et c'est le minimum pour que le Pinel soit efficace pour vous. Ce n'est pas une règle, mais les professionnels ont l'habitude de conseiller le Pinel dès lors que vous payez minimum 2500 € d'impôts. En dessous, le Pinel n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, imaginons un investissement de 180 000 € et vous vous engagez pendant 9 ans. Donc, je remplis toutes les conditions pour le Pinel, j'investis 180 000 €. Eh bien, comment ça s'applique? Imaginons qu'on est dans le Pinel Plus. Si j'investis dans une zone où je remplis les conditions et je suis dans le Pinel Plus, ça veut dire qu'on va prendre 180 000 €, qu'on va multiplier par le 18% qui est le taux de mon engagement de 9 ans.
Donc, on le multiplie, 180 000 multiplié par 0,18, qu'on va diviser par la durée de mon engagement qui est de 9 ans. Bon, j'ai déjà fait le calcul, ça vous donne 3 600 euros. Donc, ça veut dire que si vous payez 2 500 euros d'impôts, eh bien, l'État, chaque année, vous donne 3 600 euros des réductions d'impôts qui vient écraser totalement vos 2 500 euros d'impôts. Donc, finalement, vous payez 0 euros d'impôt. Sauf que ce n'est pas très intéressant parce que vous, normalement, si votre impôt est de 2 500 euros et que vous bénéficiez d'un Pinel à 3 600, vous perdez 1 100 euros d'impôt chaque année. Voilà d'où l'intérêt, lorsque vous voulez vous lancer en Pinel, de savoir combien d'impôts vous payez dans l'année et de bien cibler votre investissement. Si par exemple, là, dans l'exemple que je viens de prendre, 180 000 euros, c'est beaucoup, il faut peut-être investir moins que ça, 140 000 euros, pour que le Pinel puisse vous servir réellement à pouvoir écraser votre montant d'impôt. Donc, voilà comment fonctionne le Pinel, et c'est un dispositif, là, je vous le dis, ça va normalement être supprimé en 2024, sera remplacé par un autre qu'on appelle le Super Pinel, mais avec des avantages, on va dire, moins avantageux que même le Pinel classique actuel, donc le taux va encore être réduit. Donc, si aujourd'hui, vous voulez bénéficier de ce dispositif, et surtout si vous payez beaucoup d'impôts, eh bien, je vous conseille tout de suite de vous lancer effectivement dans le Pinel. Donc, je finirai par dire sur cette question du Pinel que le Pinel n'est qu'une cerise sur les gâteaux. Mais quand vous réalisez un investissement, c'est un investissement immobilier. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous preniez en compte l'emplacement du logement, la proximité avec les commerces, etc. Enfin, tout le travail en amont qui doit être fait pour tout simplement investir dans l'immobilier. Et le Pinel, lui, n'est qu'un plus. Donc, ne regardez pas que l'avantage fiscal, mais regardez aussi la localisation du bien, tout ce qui est autour. Et puis, le conseil, c'est toujours de se faire accompagner par un professionnel pour bénéficier de tous les avantages possibles. Eh bien, je finirai par la location meublée parce qu'il y a énormément de personnes qui le font. Et donc, on a des situations, alors des exonérations ou le régime des micros ou les régimes réels. Très rapidement, les situations d'exonération, là, c'est juste, on va dire, une idée, parce que l'idée aussi, c'est de gagner un peu d'argent, dans ce sens que l'administration fiscale, par exemple, ne vous assujettit pas à l'impôt lorsque, de temps en temps, vous mettez votre logement, vous faites, par exemple, votre logement devient comme une maison d'hôte et que le revenu que vous percevez dans l'année ne dépasse pas 760 euros. Donc, voilà, vous partez en vacances, vous pouvez mettre votre logement, en location. Ça vous permet toujours, effectivement, d'arrondir et de bénéficier un petit peu de cet argent qui ne sera pas du tout assujetti à l'impôt. Donc, jusqu'à 760 euros. Au-delà, bien évidemment, vous êtes assujetti à l'impôt au-delà de 760. Donc, ça, c'est un régime qui s'applique et dont vous pouvez l'utiliser de temps en temps sans dépasser les 760 euros et vous serez exonéré tout simplement d'impôts. Au-delà, effectivement, tout de suite, vous basculez dans le régime, ce qu'on appelle les micro-BIC. Il y a un plafond, un chiffre à retenir, c'est 72 600 euros. Quand vous ne dépassez pas ce chiffre-là, ce seuil-là des 72 600 euros, vous êtes en micro-BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Alors, ne me demandez pas comment l'administration fiscale va considérer le revenu que vous tirez de la location d'un bien meublé en BIC. Bon. En tout cas, c'est du BIC, c'est comme ça que l'administration fiscale le qualifie. Et donc, quand vous êtes en BIC, donc vous percevez des revenus inférieurs à 72 000 euros, là, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'administration fiscale considère que vos charges sont à hauteur à peu près des 50% de revenus que vous gagnez. Donc, vous gagnez 10 000 euros, l'administration fiscale vous applique un abattement. Là, on est dans le cas d'une déduction, parce qu'on n'est pas en train de réduire l'impôt, mais on est en train de réduire la base imposable, l'assiette, pour servir moins l'administration fiscale. Donc, il vous réduit des 50%, ce sera que sur les 5 000 euros que vous serez assujetti à l'impôt. Voilà. Mais j'aime pas trop ces régimes. C'est pour ça que je vous recommande, même si vous ne dépassez pas le seuil de 72 600 euros, d'opter pour le régime du réel. Pourquoi?
Parce que dans le régime du réel, vous pouvez déduire vos charges sans limite. Et ben, je connais même des gens, bon, ce n'est pas un bon conseil, mais qui achètent des choses, de meubles dans leurs propres appartements et les font passer en charge dans leurs locations qui sont louées meublées. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, sur la déduction de charges, elle ferme complètement les yeux. Et la plupart des gens qui sont en réel payent 0 € d'impôt sur leurs biens qui sont en location meublée. Donc, ce qu'on appelle le LMNP qui est très répandu. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager un petit peu sur ces différentes notions. S'il y a des questions, bien évidemment, on pourra aller en détail. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce final. Cher bienvenue. Merci également à Mathilde, qui doit être certainement revenue depuis quelques instants. On va rapidement et immédiatement attaquer les questions. Nous en avons quelques-unes. Alors, j'ai vu une première question là qui demandait clarification sur la question du régime à choisir. Donc, est-ce que c'était au déclarant, donc en l'occurrence à l'assujetti, de choisir le régime qui lui était favorable? Bienvenue, tu avais tenté d'apporter une réponse assez succincte dans le chat, mais j'aimerais bien que tu puisses clarifier en 2 secondes de vive voix, s'il te plaît. Oui, tout à fait. En fait, dès lors que vous optez sur le taux moyen, l'administration fiscale calcule, et que ce taux moyen, comme j'avais donné l'exemple, atterrit par exemple à 15%, alors que le taux minimum, il est de 20%. Eh bien, l'administration fiscale va prendre le 15%, mais va appliquer ces 15% que sur le revenu de source française. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que je disais que c'était exact. Que sur le revenu de source française, ne va pas l'appliquer sur le revenu que vous gagnez à l'étranger. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous avons la question de DTK concernant les BNC. Alors, je crois savoir que c'est un sujet très complexe aussi. Mathilde a un petit peu esquissé au tout début en disant que c'était une catégorie un peu fourre-tout où on a signé toutes les catégories, enfin toutes les autres catégories de revenus qui n'appartenaient ni au BIC ni au traitement et salaires. Est-ce que, pareil, très rapidement, en 2 phrases, tu pourrais nous clarifier les BNC, en toucher un petit mot? Et si DTK a besoin d'informations plus précises, il pourrait affiner sa question et la préciser dans le chat. Donc, bienvenue. Un petit apport, un petit complément sur les BNC, les bénéfices non commerciaux. C'était pour moi la question. Ah, Mathilde est de retour. Je te laisse Parfait. faire. Oui, j'ai eu. Très bien, non, mais... J'avais plus d'Internet. Voilà. Ah, oui. Alors, tu es revenu, donc on va évidemment, évidemment, nous allons te laisser parler en premier et bienvenue apporter un complément éventuellement. Les BNC, rapidement, alors, donc c'est une catégorie un peu fourre-tout, un peu balai, qui recoupe toutes les professions libérales, donc tout ce qui n'est pas attrait au commerce et pas à l'agriculture. Donc tous les indépendants qui sont en dehors de ces catégories relèvent des BNC. Pour l'anecdote, le métier de médium, de voyant, relève des BNC. Ça avait fait l'objet d'une discussion. Donc voilà, vraiment, c'est assez fourre-tout. Les BNC, c'est comme les BIC, c'est-à-dire qu'il y a du réel, il y a du forfait. Dans le forfait, il faut distinguer suivant qu'on appartient vraiment à une activité... d'activité profession libérale ou sinon d'autres et en fonction on bénéficie d'abattement. Retenez que pour les professions libérales, grosso modo, on est à 34% d'abattement. Je vous avais dit que sur les traitements et salaires, on était à 10%. Voilà, c'est des abattements qui diffèrent, qui sont décidés par le législateur, donc il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle, on va dire, là-dessus. Et je laisse le bienvenu s'il veut compléter. Alors, En une phrase. Alors, en une phrase, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans le BIC, et là, je partirai sur l'angle de charge, quand on est dans le BIC, en fait, dès lors qu'on ne dépasse pas un certain nombre de seuils, quand on est dans le BIC, en réalité, vous êtes, un prestataire des services. Et lorsque vous êtes prestataire de services, vous ne devez pas dépasser justement le seuil de 72 600 dont je parlais tout à l'heure. Et donc… Alors, il s'agit des BIC ou de BNC, juste pour être précis? Alors, le 2. Le 2, c'est-à-dire que vous pouvez être prestataire, de service en étant en tant que BNC, donc professionnel libéral. Vous pouvez être prestataire des services aussi en étant
comment dire, dans la catégorie de BIC. Donc, le seuil là-dessus, lorsqu'on est prestataire de service, vous ne dépassez pas les 72 600 euros. Et donc, sauf que lorsque vous êtes dans le micro BIC, donc vous n'êtes pas dans le réel, donc vous ne déduisez pas le charge réel, eh bien là, vous avez un abattement de 34%. Donc, j'avais vu une question qui était au-dessus, enfin en dessous, je crois, qui concernait les charges qui étaient déductibles. Alors là, Tout à fait, les cotisations sociales, précisément. Une question de Rommel. Cotisations sociales. Donc, Alors, Rommel qui demandait quel type de cotisation sociale pouvait être déductible. Alors, de mémoire, je pense qu'il y a plutôt. Alors, je pense que si par exemple tu es en BNC et que tu verses la cotisation sociale généralisée, ce qu'on appelle la CSG, normalement la CSG, elle est déductible comment dire, de BNC. Tout à fait. Et je compléterai sur la CSG, il y a une part de la CSG qui est déductible et une part de la CSG qui est non déductible. Donc, la part de la CSG de cotisation déductible ici, c'est la CSG déductible. Voilà. Donc, il y a une CSG, c'est une des composantes des prélèvements sociaux qui recoupe 4 contributions et qui représente la plus importante, voilà, et qui est déductible pour partie seulement. Très bien. Alors, merci pour vos réponses. Nous enchaînons sur la prochaine question, qui était celle du délai, parce que Bienvenue nous a un petit peu effrayés avec son intervention sur les comptes à l'étranger qui doivent être déclarés en France, etc. Donc la question de Joël est celle de savoir, est-ce qu'il y aurait un délai à respecter? Et puis, est-ce que cette obligation s'applique notamment sur les comptes ouverts dans la principauté de Monaco? Alors, sur le délai, normalement, vous le déclarez au moment où vous faites votre déclaration de revenus. Donc, imaginons que vous avez créé votre compte au 1er janvier 2022 de l'année dernière. Donc, lorsque vous déclarez effectivement votre revenu, eh bien, il faut cocher justement cette rubrique comme quoi vous détenez le compte à l'étranger. Et là, vous allez partir remplir, un formulaire supplémentaire. Concernant le Monaco, c'est une bonne question à vérifier, mais je pense que oui, ça s'applique parce que tout simplement, le Monaco de mémoire, donc il y a un régime fiscal assez particulier concernant le Monaco. Et donc, en détenant un compte au Monaco, donc bien évidemment, il faut le déclarer. Mais dans la mesure où, là où je pourrais peut-être atténuer, le Monaco et, on va dire, la France métropolitaine, il y a ce qu'on appelle des échanges automatiques d'informations entre les administrations. Certains, d'ailleurs, contribuables, ils ont remarqué, alors je ne sais pas si le Monaco était inclus, mais par exemple dans le DOM-TOM, etc. et tout, que la case compte détenu à l'étranger était déjà précochée. Donc, ça veut dire que l'administration, en fait, avait déjà pu recueillir ces informations-là sans même que vous-même, vous puissiez le déclarer. Donc, Monaco a vérifié, mais je pense que oui, étant donné que c'est un pays qui fonctionne avec ses propres règles aussi. D'accord, très bien. Merci de nous avoir donné soif en parlant du Monaco pour parler de la principauté. Il y a une autre question, celle de Rommel, aussi au sujet du Pinel. Je pense que c'est concernant le plafond de 300 000 euros plutôt, dont il a été question. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Bienvenue, revenir dessus, éventuellement un complément de Mathilde? Donc, savoir si en dépassant le fameux plafond, on n'était carrément plus du tout éligible. Non. Non. Le plafond, c'est une limite. Mais là, une fois de plus, je pense que, l'intérêt du Pinel, de toute façon, l'administration ne calculera pas votre réduction sur la base, si vous investissez par exemple 400 000 euros, eh ben, de mémoire, l'administration fiscale ne prendra que 300 000 euros pour calculer justement le montant de votre réduction. Mais là où j'insiste sur cette question, c'est que le Pinel est fonction des impôts que vous payez. Donc, quand vous investissez 400 000 euros ou 300 000 euros, même le maximum pour atteindre le Pinel, la réduction que vous avez quand vous engagez, je crois, sur 9 ans à peu près, c'est à peu près de 5 000 à 6 000 euros par an. Donc, si vous payez moins que ça, en réalité, vous jetez de l'argent.
Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Et comme je disais, l'efficacité du Pinel, c'est dans la connaissance du montant de son impôt à payer. Et ensuite, j'ai fait les calculs pour savoir combien j'ai investi pour que ça vienne écraser totalement mon impôt. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors là, je vais poser une question où je vais en même temps prêcher pour ma paroisse. Les journalistes ont droit normalement à un abattement fiscal de 7 650 € à l'année. Est-ce que vous avez connaissance, tous les deux d'ailleurs, donc je l'adresse à tous les deux, ma question, connaissance d'une profession dans laquelle on bénéficie de ce régime d'exception aussi, ou d'un autre régime d'exception, quel qu'il soit? Et est-ce que tous ces abattements et ces réductions peuvent être cumulables à l'année? Et est-ce qu'il y a une limite dans le cumul? Euh, pour ce qui est du cumul, alors que la connaissance tout de suite, là, rien ne me vient à l'esprit. Je pense que c'est des régimes très dérogatoires. Pour ce qui est du cumul, il faut bien garder à l'esprit que lorsque vous avez, par exemple, si vous effectuez des travaux dans une résidence que vous louez, vous avez deux choix. Soit de déduire ces travaux dans les charges au niveau des revenus fonciers, soit de bénéficier de réduction d'impôt directement sur ces travaux. Mais l'idée, c'est quand même qu'on ne peut pas déduire des charges, des réductions, des crédits deux fois. Et ça, c'est valable pour tout l'impôt sur le revenu, c'est un raisonnement qui doit être global. Donc non, on peut pas, c'est le principe, après il y a peut-être des exceptions, mais le principe veut qu'on ne peut pas déduire deux fois les réductions ou les crédits que l'on aurait à l'impôt sur le revenu, ça serait trop simple autrement. Et l'État, en la matière, n'aime pas quand c'est simple. Il préfère qu'on paie un peu plus d'impôts. Et je vais peut-être aller plus loin aussi dans ce que disait Mathilde sur cette notion des cumuls. Alors, j'allais dire ça va dépendre, mais en réalité, la question que j'ai vue passer, c'était si on pouvait cumuler plusieurs niches fiscales en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser le Pinel et par ailleurs, j'utilise autre chose. Mais en réalité, comme Et disait… si en plus je suis journaliste? Si en plus tu es journaliste. Mais en fait, tout ça là, ça revient à ce que disait Mathilde au début. Il faut réfléchir en termes de revenus catégoriels au début. Quand, comment dire, vous voulez savoir qu'est-ce que vous déduisez. Comment ça s'applique en réalité le fonctionnement, ce que Mathilde nous a expliqué tout à l'heure? Parce que vous avez 8 catégories de revenus. Et dans chaque catégorie de revenus, en fait, l'administration fiscale applique des règles. Donc, par exemple, en tant que, comment dire, si je perçois de revenus fonciers, donc je suis dans la catégorie des revenus fonciers. Les charges que j'ai dans la catégorie des revenus fonciers déduisent en fait les revenus fonciers. Maintenant, il y a d'autres charges qui viennent déduire la base globale, mais c'est des cas exceptionnels. Ça veut dire quoi? Si je suis dans le traitement et salaire, j'ai déduit 10% des traitements et salaires. J'ai perçu 20 000 € dans l'année, j'enlève 10% de ce 20 000 €. Donc, ça veut dire ce qui reste là, c'est ce qui rejoint ce qu'on va appeler le revenu global qui va être assujetti à l'impôt. Les 10%, vous ne les déduisez pas sur l'ensemble de vos revenus, vous les déduisez sur le revenu catégoriel. Donc, c'est par rapport à chaque catégorie. Donc, la réflexion de l'administration fiscale commence par là. Commence d'abord par faire un traitement dans chaque catégorie de revenus. Dans chaque catégorie de revenus, on applique toutes les déductions possibles dans ces catégories de revenus-là. Une fois qu'on arrive à ce revenu qui est imposable, et là maintenant, c'est l'administration fiscale. Si par exemple, vous êtes en LMP, tout à l'heure, je parlais de location meublée non professionnelle, et c'est d'ailleurs la différence entre la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. Lorsque vous êtes professionnel, c'est-à-dire le revenu que vous tirez sont supérieurs à 23 000 € dans l'année, donc vous basculez dans la case professionnelle, les déficits que vous réalisez viennent se déduire sur toute la base imposable. Donc, au-delà du fait qu'ils sont déjà, déduits dans la catégorie, elles viendront encore s'abattre sur tous les revenus globaux, sur le revenu imposable. Et donc là, ça réduit encore l'assiette, et c'est cette assiette-là qui sera assujettie à l'impôt. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais le raisonnement est à peu près celui-là.
D'accord, très bien. Alors, nous avons les précisions des questions de notre cher DTK, qui est très préoccupé par le cas des BNC. Alors, je vais commencer par la deuxième, qui est celle de savoir, dans le cas des déductions de dons aux associations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, est-ce que ces déductions sont effectuées au niveau du revenu imposable ou plutôt lors du montant de l'imposition? À quel niveau on effectue cette déduction? Alors, Et déjà, est-ce que c'est nous qui l'effectuons? Alors là, il s'agit bien de BNC, hein, je précise. Lorsqu'on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu, en réalité, on va venir cocher la bonne case, remplir le montant du don dans la bonne case. Donc, je vous ai expliqué, il y a plusieurs types d'organismes. Certaines donnent droit des réductions d'impôt jusqu'à 75% dans les limite de 1 000 euros et le surplus était de 66%, sachant que le principe, si ce n'est pas une association ou un organisme particulier, c'est que la réduction d'impôt s'élève à 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. Enfin, voilà, ça, c'est les calculs que l'administration fiscale va vous faire directement au travers de votre feuille d'imposition lorsque vous allez déclarer. Pour bien comprendre, pour que vous ayez à l'esprit exactement comment ça se passe, lorsque vous calculez vos catégories, BNC, BIC, bénéfices agricoles, revenus fonciers, etc., eh bien, vous allez aussi calculer le montant de la réduction d'impôt. Et cette réduction d'impôt, lorsque vous avez fait un don, par exemple, elle va venir se déduire de l'ensemble de vos revenus imposables lorsque vous additionnez l'ensemble des catégories. Donc, c'est D'accord. directement à la source. Donc, c'est avant application du barème. Alors, puisque justement on parle de prélèvement à la source, là, la première question de DTK toujours était celle de savoir si les cotisations calculées sur l'année N et régularisées sur l'année N plus 1, donc l'année suivante, en l'occurrence, là, on est en plein dedans, est-ce qu'elles sont déduites sur les revenus de l'année précédente, donc l'année N, enfin l'année en cours, ou plutôt sur les revenus de l'année N plus 1? Alors là, j'aurais tendance à dire que c'est l'année, peu importe finalement qu'on soit dans le système de régularisation ou pas, j'aurais tendance à considérer que c'est, comme en matière de revenus, l'année où vous les payez. De la même manière, D'accord. si vous percevez des dividendes, la distribution peut être décidée en décembre 2022 et le montant des dividendes payé en janvier 2023, vous serez bien imposable au titre de 2023 et non pas de 2022. Donc, D'accord. à vérifier. Après, peut-être qu'il y a des cas particuliers, mais le principe sur des gens qui relèvent des BNC, VXC, c'est l'année où c'est payé. Donc finalement, là, est-ce qu'on ne perdrait pas l'intérêt du prélèvement à la source qui, surtout dans le cas des BNC, peuvent faire face notamment à à un déséquilibre dans les revenus perçus et donc avoir perçu peut-être la moitié des revenus perçus sur l'année N en N plus 1? Oui, mais c'est toute la problématique que soulevait, alors je ne sais plus si c'était pas Caroline, sur la modulation Absolument. de la retenue à la source. C'est plus compliqué, c'est sûr, lorsqu'on est indépendant que lorsqu'on est salarié, parce qu'on n'a pas nécessairement une vraie visibilité sur les revenus de l'année, même si on fait les prévisionnels, même si on fait tout un tas de calculs, on est dans l'incertitude, donc c'est forcément plus difficile et ça demande à être ajusté un peu régulièrement pour essayer de ne pas avoir une mauvaise surprise lors de la réception de l'avis d'imposition. Très bien. Alors, nous allons finir sur la toute dernière question de Idi, qui se questionne sur la problématique de la production alimentaire. Est-ce que, alors je ne sais pas c'est dans quel cadre, est-ce que c'est dans le cadre de la production agroalimentaire? Est-ce que c'est de l'élevage? Est-ce que enfin, c'est quel type de production? Mais en tout cas, voilà, sa préoccupation est celle de savoir si il y aurait des avantages euh, pour cette catégorie-là. Alors, bienvenue, ou Mathilde. Je suis pas sûr Euh, d'avoir compris la question. Alors, elle reste très vague, effectivement, la question, donc je ne sais pas si on peut avoir une précision dans la seconde, mais alors prenons la dernière question. Qu'en est-il de la situation d'envoi de fonds à des ascendants? Alors, ouais, là, il s'agit des dons effectués à des personnes hors du territoire français.
Donc ça, vous allez peut-être en parler. Bienvenue Mathilde, très rapidement aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait les déclarer dans les frais et quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a des plafonds? Est-ce que il y a des seuils pour éventuellement bénéficier de réductions, de déductions ou d'abattements? Alors, bien sûr, il y a des limites, sinon ça serait trop simple. Encore une fois, l'État français aime qu'on paie un peu d'impôts. Alors, en la matière, pour vous donner, c'est des chiffres qui changent chaque année. Donc, la pertinence de vous donner un chiffre précis, elle n'est pas forcément énorme. Lorsqu'on est sur le cas d'une pension alimentaire, on déduit, on a le droit à une réduction de ce qu'on paie effectivement, de ce qu'on verse effectivement. Et alors, pour ascendant-descendant, de mémoire, c'est un peu plus de 5 000 €. Ouais, je viens de On voir, a le- Mathilde. C'est 6 300 € sur le revenu 2022. Donc, ça change Voilà. tous les ans. Donc là, on est à 6 300 € pour le revenu perçu en 2022. D'accord. Et après, évidemment, si on a des enfants qui étudient à l'étranger, il n'y a pas d'incidence sur la déduction de la pension versée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses apportées aux questions. Je pense qu'on a répondu à 99,9% des questions. Je tiens à vous remercier tous les deux au nom du réseau Alumise, évidemment. Donc, merci Mathilde. Je rappelle que tu es avocate d'affaires. Donc là, on voit tes coordonnées, etc. Donc, pour tous les avocats d'affaires également parmi nous qui souhaiteraient des connexions, bah, n'hésitez pas. Et toutes les autres personnes aussi qui peuvent prendre contact avec toi directement. Donc, je pense que là-dessus, tu ne renverras personne. Et merci également à Bienvenue, dont on aperçoit également les contacts ici, ainsi que son adresse mail. Donc, merci à vous. Je sais que nous avons, et vous avez surtout, vous, apporté les réponses à toutes les questions. Évidemment, en un webinaire, c'était impossible de tout résumer, de tout évoquer avec précision. Donc, déjà, il fallait planter le décor. Donc, merci à vous pour cet exercice de concision. On a largement dépassé le temps en partie, mais ça valait le coup, ça valait la peine. Et merci surtout à l'alumni bâtisseuse qui se reconnaîtra, qui nous a inspiré ce webinaire. Merci à elle et merci à tous les participants d'avoir mobilisé votre soirée pour ce webinaire. Nous nous fixons rendez-vous lors d'un prochain webinaire pour un sujet tout aussi intéressant. Et néanmoins, si vous reste des questions, si vous reste des besoins d'éclaircissement, vous savez à qui vous adresser. Alumnis est présent sur les réseaux sociaux, donc là c'est le petit moment un peu, le petit moment racolage. Donc n'hésitez pas à nous y suivre parce que effectivement toutes les informations nous concernant les activités et les événements du réseau ici. Merci à vous et nous nous quittons sur cette belle petite vidéo de présentation du réseau et d'une des activités, enfin, surtout d'un profil du réseau. Bonne soirée et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée également. Je suis Jordi Panza, je suis consultant juriste en protection des données et propriété intellectuelle. Je fais partie d'un cabinet de conseil qui accompagne les acheteurs publics, principalement à accompagner les acheteurs publics, les ministères, les établissements publics dans la passation de leurs marchés publics. Je dois dire que oui, socialement et financièrement, c'est plutôt stable. On n'a pas à se plaindre. J'y suis venu de par mes études, puisqu'à la base, je suis juriste en droit public. J'ai suivi un cursus de juriste en droit du numérique. Et donc, c'est sur base de ce cursus-là que je m'y suis retrouvé. Mais à vrai dire, dans ce métier de consultant, il n'y a pas un profil type qui est attendu puisque, voilà, par exemple, dans mon entreprise, il y a des juristes, il y a des ingénieurs télécoms, il y a des ingénieurs informatiques. Donc, il y a vraiment des profils de tout genre. Il n'y a pas de journée type puisque vraiment c'est au cas par cas. Il y a des journées où tu commences peut-être par des réunions avec des clients, tandis que tu en as d'autres qui commencent directement dans le fond même de la mission sur laquelle tu travailles, puisque voilà, en tant que consultant, on est spécifiquement sur une mission qui nous est assignée. Et donc il y a des journées où
Voilà, on se colle sur nos tâches, sur de la rédaction, sur de l'analyse des offres, sur voilà, des réflexions sur les différents sujets sur lesquels l'on travaille. C'est un métier qui apprend beaucoup, donc c'est très apprenant. C'est un métier où il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse, notamment dans l'organisation de son travail. On est assez libre en tant que consultant, on gère son temps un peu, je dirais, de manière un peu autonome. C'est un métier qui nous permet un peu de voir dans plusieurs segments, voilà, tous les secteurs de la vie qui sont concernés par les différents marchés. Et encore, ça permet voilà, de mieux comprendre comment les acheteurs publics, je pense aux ministères, aux hôpitaux qui passent des marchés publics, comment ils achètent, et aussi voilà, ça nous permet à nous de participer à leur mission d'intérêt général en les aidant à mieux acheter pour que les Français sachent exactement où va leur argent. Pour rien au monde, il faudrait se retrouver sur plusieurs missions. Lorsque vous êtes sur plusieurs missions, je peux dire que vous êtes carrément sous l'eau, puisqu'il y a la pression sur base des deadlines, des délais à respecter, que vous avez plusieurs missions à la fois. Il y a ce stress, il y a cette pression qui vous monte à la tête et qui peut parfois vous pousser à ne pas être efficace et proactif. C'est un métier qui promet, qui va de plus en plus croître, puisque le besoin est de plus en plus voilà, croissant. Les acheteurs, les organismes ont de plus en plus besoin voilà, d'acheter, mais ils n'ont pas toujours la connaissance qu'il faut, ils n'ont pas toujours les compétences qu'il faut. Et donc les consultants seront de plus en plus demandés. On doit dire que l'Afrique est un continent qui aujourd'hui connaît une transformation numérique quasiment étonnante. Et donc, au vu de cette transformation, l'Afrique devient de plus en plus un continent, si on peut le dire, digital, qui demandera éventuellement de la connaissance, de la compétence, notamment dans le traitement des données, donc, voilà, dans tout le système qui entoure la data. Et donc, voilà, des consultants comme moi, en protection des données, en propriété intellectuelle, bref, des consultants en droit du numérique, et pourquoi pas en marché public, orientés informatique seront de plus en plus voilà, demandés, et je dois dire qu'ils joueront un rôle en tout cas capital pour accompagner voilà, l'émergence de ce grand et beau continent qui a de l'avenir. Ce côté réactif que l'on doit avoir en tant que consultant, ce côté polyvalent et ce côté autonome qui me sert beaucoup justement dans le rôle que je joue au sein d'Alumnis. J'apporte mes compétences juridiques, en ce que je participe en tout cas à l'accompagnement du réseau dans sa conformité avec les différentes voilà, règles et normes en tout cas étatiques et juridiques qui sont en place. Et donc voilà, côté RGPD par exemple, je participe notamment à la mise en conformité avec la réglementation du réseau. Et voilà, j'ose croire que ce n'en est pas fini. 9 sur 10 parce que, vous savez, moi j'ai toujours ce penchant-là pour l'intérêt général. En faisant ce métier qui est axé sur les marchés publics, ça nous permet de voir comment l'État achète et comment l'État satisfait les besoins d'intérêt général de sa population. C'est moi qui vous remercie.